Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bienvenue dans le premier épisode de l'année 2022 de la série française de notre podcast. Nous avons eu le plaisir de recevoir Benjamin Cosset de chez Delta Trade. Avec lui, nous avons pu discuter de sa carrière professionnelle depuis son rôle au sein de la JOCR, de sa collaboration avec la NBA à Paris, en passant par son poste actuel chez Delta Trade. Dans une deuxième partie de l'épisode, nous sommes intéressés à des notions plus globales comme l'employabilité et la culture du travail en France, ou encore des tendances de demain dans l'industrie du sport. On espère que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, content de vous retrouver cette année pour une nouvelle super année 2022. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Benjamin. Salut Benjamin. Bonjour Samuel, et merci pour ton invitation. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, depuis le temps qu'on est dans les mêmes zones et que on bosse indirectement avec les mêmes personnes, mais pas forcément directement ensemble. Mais c'est ravi de pouvoir échanger un petit peu sur l'industrie. Je pense qu'il va y avoir des trucs super aujourd'hui. Je te laisserai te présenter dans quelques instants, mais en gros, pour résumer pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Delta Trade, c'est vraiment, on peut le dire maintenant, un mastodonte dans l'écosystème digital qui bosse avec énormément d'organisations, donc qui est une société à la base italienne qui bossait beaucoup avec les grosses organisations européennes, mais maintenant depuis que ça a été racheté par un fonds d'investissement Bruin Capital, il y a une énorme exportation aussi aux États-Unis. Donc je laisserai Benjamin présenter ça un petit peu plus en détail. Mais pour commencer, Benjamin, tu peux te présenter toi un petit peu ton parcours à date et comment t'en es arrivé là? Bien sûr. Encore une fois, merci Samuel, et puis ravi de me joindre à toi aujourd'hui. Donc Benjamin Cosset, donc je suis senior vice-président en charge des ventes à Delta Trade. J'ai rejoint la société il y a maintenant 4 ans. Quasiment jour pour jour, puisque c'était un 15 juillet, un 15 janvier, pardon. Avant cela, j'ai commencé ma carrière donc à la NBA, différents rôles en marketing, en vente, au sein des départements médias, au sein des départements licensing, sponsorship également pendant une dizaine d'années. Voilà, expérience assez fabuleuse évidemment. Après, j'ai travaillé 4 ans dans une petite start-up qui s'appelle NetcoSport. Voilà, qui faisait des applications mobiles dans le sport. Là aussi, aventure humaine assez fantastique. Petite start-up au départ, et puis après quand je suis parti, c'est vrai qu'on avait pas mal grandi, et j'étais en charge donc du développement commercial là-bas. Donc derrière, je pars après 4 ans, et puis 2 ans chez Infront Sports and Media. Donc là, il y avait un nouveau service digital qui se lançait, et donc je rejoins ce service. Je reste 2 ans là-bas, et puis donc depuis maintenant 4 ans quasiment, encore une fois jour pour jour, j'ai rejoint Delta Trade. Ouais, donc t'es allé un petit peu avec tout type d'organisation. Du coup, t'as une grosse ligue américaine, ensuite la petite start-up française, ensuite IX. C'était en Suisse? C'était entre la France et la Suisse en fait. Je faisais un peu les allers-retours de façon assez régulière, on va dire. Voilà, entre les deux. Et puis après, évidemment, pas mal de déplacements avec des clients et autres à travers l'Europe. Ouais, et juste pour recontextualiser pour nos auditeurs, donc Netco qui avait été racheté par Euromedia et qui est maintenant devenu Origins Digital, qui est via une fusion avec Underwind. IX qui fait partie du groupe Infront, donc pareil, qui n'est plus à présenter. Et du coup maintenant Delta Trade, sur lequel on va rentrer un petit peu plus en détail. Et donc du coup, toi, c'était vraiment par passion, t'es rentré dans le sport par passion, en commençant par l'NBA parce que t'es fan de basket, ou t'es vraiment arrivé là par hasard? Oui, j'ai toujours aimé le sport. Après le foot en particulier, même si j'ai les pieds carrés. Maintenant, je suis né à Marseille, donc voilà, j'ai évidemment toujours suivi l'OM. En plus, c'était
ouais, fin des années 80, voire début des années 90. Donc c'était le début aussi enfin le début. En tout cas, il y avait une grosse partie, de gros succès pour le sport en France à ce moment-là. Hein. C'est l'OM en Ligue des Champions, c'est l'OM Vitre-Hollande, c'est quand même les Barjots aussi à Barcelone, le CSP Limoges. Donc c'est vrai qu'il y a pendant 4-5 années comme ça, la France marche sur l'Europe, hein, quasiment. Après, en parallèle, pour revenir à ta question, oui, c'est aussi le début de la NBA sur Canal. C'est les Bulls, c'est le sport spectacle, et en plus un développement du sport business. Les droits TV, en tout cas médias qui commencent à être mentionnés dans la presse ou dans les médias. C'est la Champions League aussi, hein, qui se lance en 93 avec le travail de l'UEFA et de team marketing. C'est le développement du licensing aussi. Donc tout cet aspect-là, moi ça commence un peu à phosphorer dans ma tête. Je suis étudiant en droit, j'étudie pas mal de choses, je fais des travaux de recherche un peu là-dessus. Et puis à un moment, voilà, 1 et 1, ça fait 2, et je me dis, il y a quelque chose qui se passe, j'adore le sport, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Et donc je décide de faire un master en management du sport après mon DEA en droit. Je le fais à Subdeco à Marseille, donc ex-Euromed, ex-Kedge. Et derrière, je fais un stage de 6 mois à la JOCR. Donc là, c'est mon stage de fin d'études. Je suis en charge un peu du développement de la marque, développement commercial. Donc voilà, je recherche des... C'est quelle taille d'organisation à l'époque, un AJOCR? C'est quoi? AJOCR, c'est 9 administratifs. Pardon, c'est 9 administratifs. Ok. Donc voilà, je réponds à mon maître de stage qui est en charge de toute la partie commerciale, Jean-Philippe Reynaud. Et puis moi, voilà, je prends mon téléphone et puis je décroche des rendez-vous et je discute avec des boîtes pour apposer le logo de la JA sur leurs produits. Donc c'est des montres, c'est des t-shirts, des pizzas, voilà, ce genre de choses. Donc c'est donc, on a tous un peu commencé avec des jobs farfelus ou non, et puis voilà, vrai succès, des vraies signatures. Donc ça m'a voilà, c'était assez marquant, assez formateur. Je trouve ça quand même génial de rappeler à tout le monde qu'on passe tous par cette espèce de truc de phoning, de reach out, etc. Pour les jeunes, quand t'as des nouveaux qui rentrent dans les boîtes et qui ont justement le côté, qu'est-ce que c'est? T'as un peu d'huile de coude à mettre, à faire des trucs un peu fastidieux et pas super sympas avant de pouvoir avancer et avoir des conversations qui sont celles qu'on a maintenant et qui sont passionnantes. Tout à fait. Et après, ce qui est aussi marrant pour la petite anecdote, c'est que donc je fais mes 6 mois à Auxerre. Un soir, je suis devant ma télé, dans mon petit appart, à regarder un match de foot. Il y a une panoptique bord de terrain pour un site de recherche d'emploi que je connaissais pas. Le nom me marque. Je crois que c'était Quel Job, si ma mémoire est bonne. Je le note sur un coin de table. À la fin du match, je me logue sur Internet, je vais sur le site et là, je vois une annonce pour la NBA. J'y réponds, je passe les entretiens et puis j'ai le job. Incroyable. Pourquoi la panoptique bord de terrain, ça marchait à l'époque. Hein. Voilà. C'est rigolo ça. C'est rigolo. Et du coup, ouais. Et tu rentres dans les process NBA. Donc là, la NBA, tu bossais depuis la France ou tu as bossé depuis le bureau anglais? Alors, à l'époque, le siège européen était à Paris. Donc, tu avais une petite 50aine de personnes au bureau à Paris. Ok. Et là, tu rentres sur un boulot? Et donc là, je rentre, c'est un boulot de licensing. Donc là aussi, même chose, c'est recherche de partenariats, licence, aide aussi au développement des ventes et support marketing aux licenciés actuels. Et voilà. Ouais. Et après, je bouge après 1 an ou 2 au département média. Ok. Et du coup, là, donc, tu es dans une grosse machine qui marche bien. Donc, ça, c'est quoi? On est en début 2000? On est octobre-novembre 2000. Octobre-novembre. Donc là, et donc la NBA, là, à ce moment-là, commence déjà à être le gros produit international qui a bénéficié quand même des Chicago Bulls du début des années 90. Donc, t'es quand même dans une très grosse organisation qui a un certain attrait, qui a encore de la place pour se développer en Europe, mais qui est une énorme marque. Et tu décides, toi, de basculer côté start-up
en allant chez Netco. Ouais, alors la NBA déjà, c'est vrai qu'à cette époque, donc 2000, faut replacer un tout petit peu plus dans le contexte, c'est que c'est un quelque temps après le départ en tout cas la deuxième retraite de Jordan. Ouais. Donc il y a quand même un petit trou d'air, hein, même si t'as des joueurs qui commencent à émerger comme Kobe Bryant, comme Iverson, ou des talents confirmés comme Shaquille O'Neal. Voilà, et d'un coup, il te manque quand même la star mondiale du sport. Après, ce qui est intéressant, c'est le fait que des joueurs européens commencent à arriver. Donc Parker, je crois qu'il arrive un an après. C'est 2001, ouais, Parker. Ouais. Ouais. Exactement. Après, il y a Gasol en Espagne, Turkoglu en Turquie, Kirilenko en Russie, Gallinari un peu plus tard, Nowitzki qui était déjà là. Donc, dans chaque pays, on va se retrouver quasiment avec 1, 2, 3 porte-parole, porte-drapeau extrêmement populaires, et ce qui va permettre en effet de capitaliser dessus. Et c'est vrai que ça va beaucoup aider. D'ailleurs, ça c'est une bonne question. Ça a été seulement basé sur. Alors, ça a été des très gros joueurs pour certains des noms que tu as cités, mais est-ce qu'il y avait un push additionnel de la NBA dans sa stratégie d'internationalisation pour faire jouer ces joueurs européens au sein de leur club? Alors, j'étais pas GM d'une équipe, donc je peux pas te dire. Honnêtement, je pense pas. Enfin, vu les millions qui sont en jeu pour des équipes NBA, je pense pas qu'il y avait une volonté de mettre un joueur dans le starting five juste pour aller vendre quelques maillots en France ou ailleurs. Ouais. Après, il y avait de vrais talents sportifs, et c'est pour ça que je pense que les équipes sont allées chercher à droite et à gauche, quoi, tout simplement. Ouais. Mais il y avait honnêtement, je pense pas que c'était uniquement sur un aspect marketing. Ouais. Quand même, moi, j'ai toujours l'exemple de Manchester United, et encore une fois, j'ai toujours le droit de cracher un peu sur les Américains étant franco-américains. Mais tu vois, quand je voyais quand tu réfléchis, ça a été les premiers à avoir une grosse stratégie d'internationalisation grâce au recrutement de joueurs. Et quand tu regardes des Chicharito ou des Tim Howard, il y avait forcément un certain intérêt commercial à aller pousser la marque dans certains territoires. Ouais, après Chicharito, il a quand même fait son petit bonhomme de chemin. Ouais, Hayward, je suis peut-être un peu plus sceptique. Okay. Mais ouais, donc du coup, ouais, t'as quand même un super push européen, donc ça doit être sympa. Et pour le bureau européen, du coup, ça fait forcément des sujets à aller traiter. Mais ouais, et donc malgré tout, toi, tu te dis à ce moment-là, l'opportunité de rejoindre une start-up après le confort d'une grosse organisation internationale a prévalu. Ouais, alors après, très très franc aussi, hein, le bureau parisien bouge à Londres à ce moment-là. Moi, ça fait 10 ans. Encore une fois, une expérience magnifique, hein. Moi, je me souviens quand j'étais encore une fois ado, voilà quoi, j'allais acheter mes équipes magazines. Il y avait voilà des unes sur les Bulls, sur les Lakers, etc. Il y avait la couverture de Canal les lendemains de finale ou les mercredis avec NBA Action. Enfin voilà, moi quand j'étais ado, je rêvais dessus, quoi. Enfin tu vois, la musique d'Alan Parsons Project, l'entrée des Bulls au United Center, enfin c'était quelque chose qui me berçait vraiment. Après, ça faisait 10 ans. À un moment, voilà, est-ce que je bouge à Londres? Voilà, pour des raisons perso aussi, je pouvais pas trop. Et donc je me dis bon ben voilà, 10 ans de toute façon c'est un milestone. Soit je continue et je reprends pour 10 ans entre guillemets, soit je me lance quelque part. Ouais. Et derrière donc il y a Netco. Netco, donc je rejoins la boîte en novembre 2011. Et puis c'est vraiment la petite boîte, hein. On était 14 quand j'arrive, si ma mémoire est bonne. C'est donc développement d'applications mobiles. C'est quelques années après le lancement de l'iPhone, mais surtout après le développement des App Store. Ouais. Et donc à cette époque, il y avait les pubs pour ça. Il y a une app. Et donc ça commence un peu à se lancer. Et puis voilà, c'est 4 ans de travail acharné, mais aussi d'énormes croissances en termes de méthode, en termes de type de client, de taille de client.
voilà, en 4 ans, on signe avec la FIFA pour la Coupe du Monde 2014, on signe l'Euro 2016, c'est Fox Sports en Australie, c'est Eurosport, c'est Direct TV. Alors Il faut évidemment, quand c'est un même travail. rappeler qu'à l'époque, ça reste un vrai challenge, l'OTT en 2014. On n'est pas du tout sur des infrastructures et une simplicité, tout en rappelant à chaque fois à quel point l'OTT, c'est quand même pas quelque chose de simple par défaut. Mais en 2014, c'est quelque chose, la Coupe du Monde au Brésil. Ouais, c'est quelque chose. On fournit donc les applications mobiles pour une vingtaine de diffuseurs de la Coupe du Monde. Et voilà, donc c'est un sacré projet. Quelque chose de, ouais, qui me reste, enfin, ouais, j'en ai encore des étoiles dans les yeux, je pense, et ceci jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Non, Ouais, très, très, très beau projet, hyper usant, mais très, très ouais, beau projet. ouais. Et là, du coup, toi, tu pars avec la vente de Netco, tu pars avant la vente de Netco? Je pars un peu juste après, en fait. J'ai une belle offre. Pareil, hein, c'est 4 ans. Je pense que c'est un cycle. C'est un- avant l'euro, mais pas au milieu de l'euro non plus. Et je me dis, voilà, quoi. Soit je rempile là et j'en ai encore pour 2, voire 3, 4 ans parce qu'il y a la vente et donc il y a un besoin de se Ouais, projeter avec le nouveau proprio. Soit je pars maintenant. ouais. Donc je pars et je rejoins donc Infront HBS. Voilà, donc là c'est assez différent évidemment puisque c'est plus bon, je pense que tout le monde connaît, mais c'est plus une agence média et marketing. Il y avait une volonté de lancer un département digital qui se lançait à ce moment-là. Donc il y a le rachat d'une boîte aux États-Unis donc, qui assure justement ce développement web et mobile pour agrandir l'offre et étendre la chaîne de valeur d'Infront. Et puis moi de mon côté, j'élargis le scope, je passe de mobile pur à des missions de consulting, du web, du social media, donc hyper intéressant aussi. Et puis ouais, une nouvelle façon de travailler, une boîte suisse, donc hyper formateur aussi. Ouais, parce que chez Infront, c'était beaucoup plus 360. C'était pas que les plateformes propriétaires, c'était vraiment tout l'ensemble stratégique de diffusion. Et effectivement, comme IX et donc le groupe Infront qui a HBS également, c'est quand même un corps d'activité beaucoup plus élargi que ce que tu avais vécu à date. Exactement. Ouais. Et derrière, donc, tu fais quelques années là-bas et après, la bascule chez Delta Trade, sur lequel on va rentrer un peu plus en détail. Mais ouais, Delta Trade, où tu as occupé différents postes, mais surtout toujours focalisé sur les clubs et les ligues plutôt que sur les broadcasters. Alors oui. Alors c'est vrai que tout d'abord, ouais, Delta Trade c'est pas uniquement du digital. Hein, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on est un beau mastodonte en digital. C'est un des piliers de la boîte historiquement. Maintenant, on fait, c'est vrai, beaucoup plus, mais pas uniquement pour les clubs ou les ligues. Hein. Imaginons demain, tu deviens responsable d'une ligue ou d'une fédération, par exemple. Tu as besoin de repenser ta stratégie. Tu as besoin de, en effet, refondre ton site internet ou ton app pour offrir une expérience plus engageante avec tes fans. Tu as besoin de créer des nouveaux graphiques télé, tu as besoin de capturer, distribuer de la data sportive, créer des nouvelles statistiques, ou tu as besoin d'une nouvelle plateforme OTT sur 13 différentes plateformes, Roku, iOS, Android, Fire, etc. Delta Trade peut faire tout ça. Donc c'est vrai que c'est une assez grosse boîte et on est quoi, on est 18 bureaux, 12 pays et 1100 personnes à peu près. Ouais, parce que c'est ça. Historiquement, quand même, pour notre audience, Delta Trade, c'était avant tout le end-to-end workflow sur la partie digitale, de la capta à l'habillage graphique, à la livraison et petit à petit avec une importance de plus en plus importante et jusqu'à aujourd'hui sur la partie front aussi maintenant. Ouais, exactement. Et puis, ouais, puisque la boîte a 35 ans, 36 ans d'existence en février. Ouais. Top. Et un sujet, moi, que je voulais aborder un peu plus en détail sur ce podcast, parce que l'idée, c'est pas de juste raconter les histoires, mais aussi comment est-ce que ça peut être utile pour les différentes personnes qui nous écoutent. C'était vraiment sur le sujet du management et le management dans l'industrie du sport.
Donc toi, dans ta carrière, tu as effectivement travaillé pour beaucoup de boîtes internationales, donc que ça soit IX, comme tu disais, qui est une boîte suisse, NBA, boîte américaine naturellement. Delta Trade, toi, j'imagine que c'était une boîte américaine quand tu es arrivé, mais avec une grosse prédominance italienne aussi. Quels sont les challenges les plus importants auxquels tu as dû faire face sur ce côté international, ou est-ce que c'est plus du tout un frein maintenant, mais potentiellement ça l'était dans le passé, et comment toi tu les as surmontés? Je pense que c'est beaucoup moins un frein maintenant, 20 ans après, qu'il y a 20 ans, quoi, en 2000, quoi. Le village est devenu beaucoup plus petit, hein, quand même, hein, ça c'est sûr. Après, le moteur ou l'élément le plus important, je pense, c'est bateau, mais c'est vraiment ça, c'est la flexibilité, hein. Chacun peut avoir une construction intellectuelle différente, chacun peut avoir des expériences différentes, des façons d'interagir, différentes. Et à chaque fois, c'est juste s'adapter, comprendre un peu l'autre et pas uniquement faire des transferts. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Où il devrait faire ci, il devrait faire ça. C'est toujours prendre en compte finalement le point de vue de l'interlocuteur pour s'adapter. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'était, je pense, plus compliqué il y a 20 ans parce que, encore une fois, ça paraît dingue à dire, mais on était quand même moins proche il y a 20 ans que maintenant, et tout simplement, je pense vraiment qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a beaucoup plus de proximité maintenant avec nos collègues américains, italiens, allemands, suisses ou je ne sais quoi, maintenant qu'il y a 20 ans. C'est marrant, et c'est vrai, moi, c'est une réflexion que je me fais souvent, étant dans cet écosystème-là, et finalement, voyageant de grande ville en grande ville, c'est vrai que fondamentalement, moi, je me sens plus proche d'une personne, d'un Madrilène, par exemple, d'une personne d'une capitale européenne, que d'une personne du sud-ouest ou du centre de la France, où finalement, on a moins de connexion globale, quoi. Et vous, du coup, Delta Trade, parce que faut le dire aussi, donc vous avez des bureaux un petit peu partout dans le monde maintenant, parce que vu la taille et vu les besoins que vous avez pour vos différents clients, il y a dû avoir une expansion de l'internationalisation des bureaux qui a été assez impressionnante ces dernières années. Ouais, comme tu l'as dit, hein, la boîte au départ est alors italienne, avec une grosse présence à Londres historiquement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a 18 bureaux à travers le monde. Ouais. Où se répartissent 1000 et quelques personnes. Donc à chaque fois, qui couvrent toute la chaîne de valeur que je mentionnais tout à l'heure, encore une fois, donc OTT, web et app, graphique, data sportive et consulting. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la taille c'est le cas pour des grosses boîtes comme Delta Trade, mais aussi des petites boîtes comme Netco, historiquement, avaient toujours ces centres de développement en Biélorussie, avec une équipe commerciale, marketing, etc., plutôt basée en France. Mais que cette internationalisation, finalement, elle intervient très tôt dans tout type d'organisation. Ouais. C'est vrai que après nous, nos centres de dev, ils sont assez divers, hein. On en a évidemment en Italie, on en a en Angleterre, aussi aux États-Unis, Inde et Europe de l'Est également, enfin centrale et de l'Est. Et pour revenir nous sur étant le podcast Le Corner français, quels sont les points positifs, les points négatifs tu trouves sur le marché français de travailler avec et pour des boîtes françaises par rapport à d'autres organisations du même type ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde? Alors, je pense pas que je vais faire du French bashing, hein, parce que d'abord je vais commencer parce je pense qu'on a un excellent système éducatif et on l'oublie assez souvent, je trouve, en France. Mais je trouve qu'en termes, les formations fournies par les écoles de commerce, par les écoles d'ingénieurs ou les facultés, en termes de hard skills et soft skills en général, je suis vraiment persuadé, par rapport à ce que j'ai vu aussi dans ma carrière, qu'on est très bien placé. Et je pense qu'on doit vraiment en être plus conscient et fier, vraiment. Ouais. Après, en termes d'attitude, on est plus travailleur que ce qu'on dit. Voilà. C'est vrai que c'est un peu, pour moi, une légende urbaine. Tu sais que là, je regarde en ce moment, alors c'est pas grave, je vais vous rejoindre, mais je regarde Emily in Paris en ce moment, la série sur Netflix, parce que tous les Américains m'en parlaient, et ils présentent les Français comme des gens qui travaillent peu ou pas, ou qui n'aiment pas travailler, et j'ai plutôt l'impression que nous, on a une culture du travail assez impressionnante en France quand je compare à mes collègues ailleurs.
Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, moi je me souviens de coups de collier. Alors je prends l'exemple de Netco parce que c'est peut-être la boîte la plus française avec laquelle j'ai travaillé. Mais on avait eu des coups de collier pour des réponses à des appels d'offres. Voilà, on avait un appel d'offres qui venait du Moyen-Orient qu'on devait rendre le 15 juillet. Ben, le 14 juillet au soir, on n'avait pas tout à fait terminé. Ben, on était sur le pont, quasiment tout le bureau à bosser dessus, quoi. Un jour, on reçoit un appel d'offres aussi de l'Australie. Ben, c'était, je crois que c'est le 30 juillet, on devait le rendre le 15 août. C'est pas le Nécessite de moment faire de boulot, ouais. parfait pour des Français, Ouais. mais voilà, ces deux appels d'offres, on les a très bien travaillés, on les a très bien rendus, et puis on les a gagnés. Ouais. Ouais, et moi, il y a un autre point aussi que je trouve assez impressionnant, et on le voit notamment avec un Fubo TV, par exemple, qui a racheté Molotov récemment. C'était aussi bien pour son nombre d'utilisateurs que pour aussi les ressources techniques qui étaient là localement. Je trouve qu'on a effectivement, en termes d'ingénieurs, et quand tu fais le rapport qualité-prix entre le coût d'un ingénieur, en tout cas aux États-Unis, et le coût d'un ingénieur en France, le rationnel économique, malgré les avantages du système américain pour le côté hire fire, je trouve ça très rationnel quand même de commencer à monter des équipes en France, d'autant plus que finalement maintenant que ça soit en Biélorussie, en Macédoine, dans d'autres centres tech, finalement la main d'œuvre commence à être assez chère et comparable à au tarif que tu peux avoir en France. Ouais, alors peut-être avec un petit bémol, c'est le coût global du salarié, hein, avec les charges qui vont derrière. Encore une fois, on a un beau Ouais. système éducatif, on a des belles infrastructures, on a des beaux hôpitaux, etc. Mais après, c'est vrai que le coût global de l'employé est quand même plus élevé que dans beaucoup d'employés. Après, en termes de salaire, je suis entièrement d'accord avec toi. Après aussi, pour revenir sur ce que tu disais sur le hire fire, l'avantage aussi du salarié français, c'est qu'il est plus fidèle, quand même. Donc ça t'évite d'avoir à reformer quelqu'un tous les 6 mois ou tous les 12 mois. En règle générale, tu as quand même une plus grande longévité, une histoire qui peut se construire un peu plus avec tes collaborateurs. Ouais, c'est un vrai bon point. Et juste de par ma position, je peux un peu plus me jeter dans la gueule du loup. Mais moi, je trouve effectivement que sur ce côté compétences, à tous les niveaux, euh, quand tu interagis avec les personnes dans les différentes organisations, ils sont plutôt en général très compétents. Et j'ai envie de dire, quel que soit le niveau de ligue avec lesquels on travaille, tu vois, j'ai un exemple récent, la Ligue nationale de basket. J'ai échangé avec eux, super impressionné sur leur compréhension globale, sur leur capacité à comprendre l'écosystème, à s'être adapté à leur nouvelle réalité avec les droits qu'ils ont. Enfin, une vraie intelligence. Et par contre, et je citerai pas de mauvais exemples, par contre, dans certaines structures, je trouve qu'il y a un vrai côté arrêté du fait de l'organisation, de la gouvernance du sport français d'une manière générale et du fait de l'organisation. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, ce qui m'interpelle le plus, on va dire, c'est la frilosité en termes généraux et la crainte face au risque ou la crainte face aux investissements. Je pense que Ouais, c'est très lié, encore une fois, à l'éducation. C'est peut-être un des points négatifs ou le point négatif que je mettrais le plus en exergue. Alors, est-ce que ouais. c'est lié à l'éducation? Est-ce que c'est lié à la psyché française, hein? Un jour, j'avais lu que on était le pays qui croyait le moins en l'avenir derrière des pays comme la Syrie ou l'Afghanistan, quand même, hein. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quand même cette crainte face aux risques et aux investissements. Alors, je pense que ça recoupe un peu ce que tu disais, mais qui est quand même assez clair. Et moi, je le vois quand même de façon assez fréquemment, en tout cas sur les discussions qu'on peut avoir sur le marché français. Ouais, parce que c'est vrai que les Américains sont très fondamentalement en prise de risque, top line, grossir le revenu, alors que la nature européenne est un peu plus la maîtrise des budgets et rester dans ce scope-là et pas forcément aller au-delà. Au-delà. Ouais. Et pour revenir encore sur ce sujet qui est intéressant, moi je suis très intéressé par le fait qu'il y ait des fonds privés maintenant qui prennent des parts de plus en plus de ligues, parce que je me dis qu'en termes de culture, justement, ça va apporter cette vision et cette culture un petit peu différente de celle traditionnelle des organisations européennes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça devrait, et puis ça, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution du marché sur les 20 dernières années, je pense que ça va encore accélérer ce mouvement de rapprochement très clairement. Et en termes de raisonnement également et d'approche du marché, ça devrait, je pense qu'on devrait
ouais, combler finalement ce manque qu'on a un peu. Alors après, il n'est pas uniquement français, hein, ce que Bien tu sûr. disais, on le retrouve évidemment en Europe, mais je pense que c'est quand même en effet une bonne chose à terme d'avoir ces investissements qui arrivent. Enfin, de par la nature de mon agence, je dis que le territoire français est un territoire sur lequel auquel s'intéresser, parce que finalement, il y a quand même des très beaux projets, et ça me fait mal de le dire en tant que supporter parisien, mais côté Marseille, sur toute la partie administrative, ils ont quand même fait un travail assez remarquable. Lyon, c'est quand même une organisation qui fait des choses très intéressantes, et c'est d'autant plus facile pour moi de le dire que je ne travaille pas avec eux. Donc voilà, on fait quand même des choses super intéressantes, et on travaille bien à plein d'égards. Mais ça m'apporte là ce sujet privé, enfin fonds privé qui commence à prendre des parts. Ça m'amène à la question, et pour l'avoir préparé un petit peu en amont ensemble avant, sur le type d'organisation qui travaille bien. Je crois que toi tu mentionnais la FIVB, et qui est d'ailleurs une petite organisation, mais qui a justement reçu des fonds privés récemment. Ouais. Non, très clairement, enfin pour moi c'est une des fédés internationales. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment, mais qui je trouve travaille très bien. Je trouve le concept et le projet autour de Volleyball World pour révolutionner finalement un peu ce sport est extrêmement intéressant, prometteur aussi. Alors évidemment, je travaille avec eux. Je ne vais pas trop parler sur l'aspect digital et de la qualité de leur plateforme, mais je trouve dans l'ensemble, c'est une très belle approche, et les 12, 15, 18 premiers mois, pour l'instant, je trouve très prometteurs et encourageants. Ouais, et d'ailleurs j'ai dit FIVB, mais c'est World Volleyball, important depuis le renaming l'an dernier. Et t'as d'autres exemples, toi, d'organisations un petit peu plus petites qui bossent très bien, et qui soient clients ou pas Delta Trade? Alors, non client, par exemple, je dirais c'est Six Nations, hein, par exemple, les Six Nations. C'est quand même c'est assez petit, pas client Delta Trade, et moi je suis vraiment épaté aussi par ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, en particulier avec l'Autumn Nation Cup. Alors il y a l'aspect sportif évidemment qui est intéressant pour un Français vu les résultats face à la Nouvelle-Zélande. Mais même sur l'ensemble, je trouve encore une fois du packaging du produit, je trouve que c'est très bien fait, très prometteur encore une fois, et j'espère que ça va se pérenniser. Un aspect un peu différent, ou un sport différent, c'est la Juventus. Un excellent site web, mais je pense que le travail accompli depuis des années avec le nouveau logo qui a dû être lancé il y a 5-6 ans à peu près, Qui reste une rêve. Tu vois tous les logos depuis qui sont des espèces de copies. Ouais. Exactement. Il y a l'audace aussi autour des designs des maillots depuis, alors sans renier l'histoire, hein, à chaque fois, mais il y a quand même vraiment quelque chose, je trouve. Il y a le travail accompli sur les différents spots promotionnels de matchs qui sont mais magnifiques. Des partenariats avec la NBA, avec les Nets, l'expérience spectateur aussi pour les personnes qui avaient la chance d'aller au stade, ou qui ont maintenant à nouveau la chance d'y aller. Voilà, moi je trouve il y a de vraies avancées concrètes, pas uniquement des slides PowerPoint ou Keynote, mais vraiment de belles choses, et encore une fois sans renier l'ADN du club. Ouais, parce que c'est ça, c'est quand même, ça me mettait un coup de vieux, mais j'en parlais récemment avec des amis. Le côté, le football italien, il y a encore 15 ans, c'était vraiment le top du top. Et maintenant, finalement, la Juve a été une des rares organisations italiennes à vraiment surnager et devenir un leader européen comme il est maintenant, alors que d'autres marques du football italien sont clairement descendues dans l'échelle de valeur des différents clubs internationaux, quoi. Mais comme quoi, c'est jamais arrêté. Effectivement, ouais, quand tu vois une marque comme le Milan AC ou l'Inter de Milan, qui étaient vraiment des leaders relativement incontestés il y a encore pas longtemps, finalement, sans travail et sans remise en question, tu recules, et que la Juve est un bon contre-exemple. Et juste pour finir là sur ce sujet-là un peu plus ciblé, donc toi, avec toutes ces expériences, ayant bossé côté grosses organisations, ou maintenant bossant avec ces grosses organisations, toi, tu préfères quoi d'une manière générale? J'aime beaucoup déjà travailler à Delta Trade. Je trouve c'est pas tant la taille, je pense, qui est important, mais c'est, je trouve, le mix culturel qui est intéressant.
après tu le connais évidemment dans ton boulot, hein, mais c'est se lever, discuter avec l'Asie, au déjeuner, avoir un rendez-vous en France, se coucher en discutant avec les États-Unis. Voilà, je trouve cet aspect global, il est important pour moi en termes d'ouverture d'esprit, connaissance du monde. Je trouve que c'est vraiment stimulant. Ouais. Après voilà, là c'est une agence et une entreprise de technologie. Ligue ou fédération, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est que tu maîtrises ton produit. Finalement, tu as un vrai contrôle dessus. Donc c'est aussi extrêmement intéressant. Ouais. L'avantage d'une agence ou d'une entreprise de technologie, c'est que tu peux sauter d'un projet à un autre, d'un sport à un autre. Souvent, voilà, c'est là aussi plus stimulant intellectuellement, je trouve. Ouais. Ouais, et naturellement assez d'accord, ayant été toujours côté start-up et jamais grosse organisation. Et alors là, si on prend une perspective un peu plus, si on prend un peu de recul par rapport à la conversation qu'on avait là, et avec ta connaissance du marché, toi, qu'est-ce que tu vois comme gros trend à venir dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui va vraiment changer sans nécessairement devoir aller dans les sujets. Enfin, et c'est toi qui choisis, mais l'idée c'est pas nécessairement de parler que du metaverse et des NFT, etc. Même si c'est quand même une tendance qui naturellement nous intéresse tous. Mais ouais, réalistiquement, pour l'audience plus large, quels sont les gros sujets que tu vois venir, toi, dans l'industrie du sport pour les 5 prochaines années? Déjà, 5 ans, c'est un bon chiffre, je pense, parce qu'il paraît qu'on a toujours tendance à surévaluer les changements à 2 ans et les sous-évaluer à 10 ans. Donc 5 ans, on est bien. J'avais fait de la recherche avant de poser cette question. C'est parfait. Alors écoute, NFT, on va l'évacuer maintenant. Oui, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Moi, je suis quand même toujours un peu intrigué par les chiffres évoqués à l'heure actuelle, quand même. Après, bulle ou pas bulle, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose. Après, voilà, mettre un JPEG avec un logo qui tournoie, une petite vidéo derrière et le vendre X aux enchères. Je pense que ça va pas vraiment révolutionner le marché. Ça va peut-être un peu aider certains clubs ou certaines ligues à avoir des revenus additionnels. Mais par contre, je pense qu'il y a des concepts qui sont en train d'émerger qui sont beaucoup plus intéressants en termes d'engagement. Ce que vient juste de faire là la nuit dernière, où il y a 2 nuits, l'Australian Open par exemple, avec leur projet de NFT qui est en fait ils ont découpé le cours virtuellement et assigné en fait chaque portion du cours à un NFT, et en fonction de là où la balle va tomber, ça déclenchera quelque part le NFT. Donc il y a un lien entre le digital et le physique qui est super intéressant. Et voilà, pour moi, c'est ce genre de choses qui sont qui devraient se développer. En tout cas, je l'espère, parce que encore une fois, je trouve que ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Ouais. Et puis d'ailleurs, l'association, dans ce cas présent, l'association d'un NFT avec un objet physique aussi donne d'autant plus de valeur potentiellement à ce NFT, parce que quand même le côté récupérer la balle ensuite, si c'est toi qui remporte ce NFT, effectivement, là tu as en plus de ça un objet physique qui reste très concret. Ouais, exactement. Et donc ça permet aussi de sortir de la cible actuelle, ou en tout cas des clients actuels des NFT, qui sont souvent plus jeunes ou très nerds en tout cas, qui eux sont habitués à acheter en effet des produits digitaux sur Fortnite ou autre. Et là, avoir en effet ce pendant physique, je pense que ça permettra à cette initiative ou à d'autres dans le même genre de justement sauter le pas et devenir beaucoup plus mainstream. Ouais. Grand public. Et peut-être sur de l'innovation plus simple, parce que l'innovation finalement ça n'a pas besoin non plus d'être une technologie, enfin, et je peux d'autant plus le dire venant de la réalité virtuelle, qui était un sujet très à la mode en 2015 et puis qui a énormément ralenti quand même depuis. Ça n'a pas forcément besoin d'être très tech. Moi par exemple, je crois beaucoup au user generated content naturellement, et sur le côté participation de l'audience. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit des organisations comme Live Like et Greenfly. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du user-generated content d'une manière générale, de faire en sorte que ton audience participe de plus en plus?
C'est l'une des tendances, hein, c'est évident. Je pense, enfin, ça se développe et ça va continuer à se développer parce que chacun a on va dire ce produit dans sa main avec un téléphone portable qui lui permet de toute façon d'être émetteur et pas seulement récepteur. Et donc je vois pas comment, dans en tout cas des démocraties, cette tendance pourrait s'éteindre, hein, tout simplement. Donc c'est en train de se développer depuis un certain nombre d'années maintenant. On pourra pas remettre le génie dans la bouteille, et je pense qu'il y a aucune raison de le remettre dans la bouteille de toute façon, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, une nouvelle façon aussi d'interagir pour les ligues, d'avoir du contenu qui peut être de qualité, pour aussi encore une fois faire vivre la marque. Ouais, et les gens veulent participer au débat, et j'avais quand même une conversation avec un broadcaster intéressant à ce niveau-là, c'est que maintenant tout le monde a énormément de données et un potentiel de connaissances super important, là où il y a 20 ans c'était pas forcément le cas, et où l'opinion du grand public c'était effectivement le public était là plutôt pour recevoir les informations que de contribuer à l'information d'une manière générale. Et autre chose qu'on a vu récemment, donc t'avais la Bundesliga qui s'était déjà structurée de cette manière-là pour être plus flexible et ouvert à l'innovation. On a vu aussi la Liga qui a lancé la Liga Tech. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va grossir de plus en plus? Et est-ce que tu penses que ces organisations-là vont un peu être compétitives avec des organisations comme les nôtres? Alors, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux approches différentes, hein, entre la Liga et la Bundesliga. La Liga, au départ, hein, si je me trompe pas, le point de départ, c'était une grosse volonté de lutter contre le piratage, qui était extrêmement fort en Espagne. Il y avait, comment il s'appelait, Roja Direct, je crois, ou quelque chose dans le genre, en tout cas, qui était un gros site de pirates. Il n'y avait pas de solution qui leur permettait vraiment de répondre à ça, donc ils ont monté toute une techno derrière pour permettre de couper finalement ce site. Derrière, ils ont été extrêmement pertinents, ils ont vraiment réussi quelque chose. Je crois même qu'ils ont réussi à revendre ça à des studios d'Hollywood ou à d'autres ligues. Et pour moi, c'est un peu le point de départ finalement de la Liga Tech. Après, voilà, là, ça répond à une problématique. Ils ne trouvaient pas finalement la solution ou le produit sur le marché. Après, derrière, se lancer dans des activités OTT ou dans du digital, je suis plus étonné, on va dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui font du très très bon boulot. Je parle pas uniquement pour Delta Tray, dans toutes ces plateformes-là, que ça soit back-end ou front-end. Et je trouve là, pour revenir donc sur le comparatif avec la Bundesliga a plus choisi de s'associer, de créer une joint venture finalement avec nous en l'occurrence, par exemple pour la data sportive, et chacun amène finalement un peu son expertise, une expertise on va dire sport produit côté Bundesliga, une expertise techno et une expérience côté Delta Tray, et derrière on market le produit et on l'amène sur le marché. Je trouve voilà cette approche est peut-être plus logique, parce que derrière de l'OTT et du digital, ça implique un gros investissement produit, une roadmap, des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, de façon à rester au goût du jour tous les trimestres, tous les 6 mois. Voilà, chez Delta Tray, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais il y a toute une partie produit qui est extrêmement importante. Voilà, ça fait des années qu'on investit dessus, ça fait des années qu'on a des équipes qui bossent sur notre CMS, qui bossent sur notre player Diva, et qui à chaque fois ramènent des nouvelles fonctionnalités, répondent au market, scannent ce qui se passe, etc. Je dis pas qu'une ligue peut pas le faire, mais c'est des investissements conséquents auxquels on pense pas forcément au début. Ouais, et que vous pouvez mutualiser sur plein de clients et qu'ils ne peuvent pas forcément, en tout cas dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils décident de vraiment créer une arme de vente de leurs produits aussi, et qui pourrait être un sujet à venir, mais qui est on le sait, nous, pour naviguer, toi depuis 20 ans, moi depuis 10 ans dans cet écosystème, beaucoup plus compliqué derrière la surface. Top. En tout cas, super intéressant tout ça. Juste pour finir, on aime bien nous partager, aller sur des sujets un peu plus globaux. Est-ce que toi, il y a
des livres, films, séries, toi, qui t'ont inspiré récemment ou moins récemment, que tu aimerais recommander à notre audience? Ouais, ouais. Alors, on va commencer par la NBA, hein, Last Dance. Pour ceux qui Ouais. ne l'ont pas vu, ceux qui ont vécu dans une grotte pendant 2 ans, coupés du monde, sans On a tous wifi. vécu dans des grottes pendant 2 ans, Mais on mais avait le wifi souvent. on avait Wifi et Netflix, heureusement. Voilà. Mais très clairement, pour ceux qui l'ont raté, je le recommande. Moi, encore une fois, hein, j'ai un peu grandi avec la NBA, mais c'était il y a un certain temps et on n'avait pas le même accès à l'information. Donc moi, il y a plein d'anecdotes que j'ai ratées ou que j'ai oubliées peut-être, hein, aussi. Ça, c'est le privilège de l'âge. Mais voilà, c'est vraiment une série magnifique que je recommande. Ouais. Parce que c'est encore une fois le début vraiment du sport business, du sport spectacle. Et c'est très très bien mené en termes de storytelling. Ouais, et d'ailleurs moi un truc que j'ai beaucoup aimé et je regardais là, je tapais sur Google mais parce que j'ai pas le mot en français, mais apparemment c'est apologétique aussi, c'est le côté non-apologetic de Michael Jordan, le côté je m'excuse pas pour qui je suis, il est présenté un peu, on va le dire comme le mec pas très sympathique qu'il est vraiment, mais d'un autre côté j'ai bien aimé ce côté, c'était pour arriver à un objectif et les mecs, je les traitais pas mal par envie de mal les traiter, c'était dans une quête globale qui leur a permis aussi d'être champions avec moi, là où ça aurait été des joueurs lambda sinon, quoi. Et j'ai trouvé ça génial, moi, dans ce reportage en particulier. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Alors dans une autre série documentaire sur un autre sport un peu moins connu, c'est Making Their Mark sur l'AFL. Je crois que c'est disponible sur Amazon. C'est sur donc l'Australian Football League. Et ce qui est assez intéressant, c'était donc qu'ils devaient suivre 4-5 équipes en AFL, et c'était c'était en 2020, donc Covid. Donc la saison est interrompue et voilà, et on voit au jour le jour comment les clubs, les joueurs, les familles, la ligue aussi basculent en pleine pandémie et s'adaptent. Et Ouais. voilà, je recommande parce que encore une fois, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'on fait, ce qui a été fait sur d'autres continents, dans d'autres ligues. Et puis c'est un sport qui mérite d'être connu, reconnu. Ouais. Eh ben marrant, tu vois, je l'avais pas vu celui-là, mais je vais aller regarder parce que ça m'amuse aussi de voir le côté réaction, ayant un frère athlète professionnel, la complexité que le coronavirus a amené aussi pour eux en termes de séparation de famille et tout, c'était vraiment quelque chose. Et dernière petite question pour finir, peut-être, est-ce que tu as des personnes à nous recommander, toi, pour des prochains épisodes dont l'expérience, le savoir peuvent être intéressants pour notre audience d'une manière générale? Oui, boule pour point comme ça, je dirais Mota, par exemple, Alba Webb de Volleyball World. Ouais. Voilà, il s'occupe de tout ce qui est digital à Volleyball World et voilà, quelqu'un qui a une très très bonne connaissance du marché, une bonne vision. Voilà, je le recommande. Intéressant, j'essaierai de prendre contact. Super. Ben, écoute, j'espère que tu as pris du plaisir à participer. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. Et je pense qu'il y a plein de trucs super intéressants pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le mot de la fin pour 2022? Une bonne année en général, ça ira très très bien. Voilà, ça a été quand même 2 années, je pense, compliquées pour tout le monde. Pour certains plus compliquées que pour d'autres, évidemment, vu l'état du monde. Mais voilà, que ça s'améliore gentiment, mais sûrement, et ça ira très très bien. Top. En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Vous êtes nos meilleurs avocats, donc n'hésitez pas. Et puis encore merci Benjamin, à très vite. Merci beaucoup Samuel, à très bientôt. Au revoir à tous. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.